C'est une véritable performance médicale, implantation de 3 types de cœurs artificiels, chacun adapté à la maladie et à l'âge des patients. Ça s'est passé en région parisienne, à l'hôpital Marie-Lannelongue. Et vous, Alexandre Azmoun, eh bien, vous faisiez partie de ces opérations. Vous êtes chirurgien. Merci d'être l'invité de ce grand angle. Je vous remercie de votre invitation. Alors d'abord, ces 3 opérations, en quoi cela constitue-t-il une prouesse médicale et technique ? Il faut savoir que les cœurs artificiels de première génération existent depuis les années 60 et c'est une technologie qui est en perpétuelle amélioration et d'évolution et des améliorations sont apportées quant à leur taille, leur débit et leur consommation en énergie. Comme vous avez vu, il existe plusieurs types de cœurs artificiels. Pour simplifier, on peut dire globalement il existe 2 types de cœurs artificiels s'il s'agit de suppléer ou d'assister un ou les 2 ventricules. Quand il s'agit d'assister un ventricule, donc le ventricule gauche, le plus souvent à la suite d'un infarctus étendu, nous disposons des cœurs artificiels qui sont actuellement le plus souvent des turbines, qui assurent un débit continu, contrairement au débit cardiaque naturel qui est un débit pulsé. Ce sont des turbines qui sont centrifuges ou à rotation axiale. Quand il s'agit d'assister les 2 ventricules, nous disposons des cœurs artificiels qui sont pneumatiques actuellement, le plus souvent, et qui remplacent en fait le cœur, les ventricules, en intrathoracique ou en extrathoracique. Mais là, en l'occurrence, la prouesse que vous avez réalisée, que vous avez contribué à réaliser, quelle était-elle exactement? C'était justement d'implanter ces 3 cœurs artificiels différents sur des patients qui avaient des pathologies différentes? Tout à fait. En fait, on a implanté dans la même semaine 3 types de cœurs artificiels sur des patients qui étaient des adultes, mais aussi un jeune enfant. Une fillette de 12 ans, c'est ça? Exactement, en fonction de leur pathologie, de l'origine de leur cardiopathie, mais aussi de leur âge, donc chez les enfants. Et d'avoir à disposition en continu, en permanence, de ces 3 types et pouvoir les implanter constitue un avantage net pour notre structure. Et comment vont ces 3 patients aujourd'hui? Très bien. Alors, sans entrer dans les détails, un de ces patients avait un cœur artificiel de type de turbine, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Chez ce patient qui était contre-indiqué à la greffe, à la transplantation cardiaque, après l'implantation de cette turbine, ce qu'on appelle en destination therapy, c'est-à-dire c'est une implantation définitive en remplacement de la transplantation cardiaque, il est rentré en rééducation et bientôt il rentrera chez lui. C'est-à-dire en fait qu'il n'aura pas de greffon par la suite, qui gardera perpétuellement ce cœur artificiel, c'est ça? Absolument. C'est un cœur artificiel absolument totalement intrathoracique. Et le seul contact avec l'extérieur, c'est la prise, enfin la source d'énergie. Donc c'est le patient qui est éduqué pour pouvoir gérer ses batteries et accessoirement le traitement anticoagulant qui va avec le traitement. Allez-y. Et puis les 2 autres patients, l'enfant et un autre adulte, avaient des complications, enfin une insuffisance cardiaque qui concernait les 2 ventricules. Donc les cœurs qui ont été implantés, ce sont des cœurs en attendant de pouvoir leur trouver un greffon, puisque leur état s'aggravait et ils ne pouvaient plus attendre et il n'y avait pas de greffon disponible. Ces patients-là, avec ces cœurs qui sont beaucoup plus lourds, sont obligés de rester à l'hôpital et ils sont en attente de greffon. Et combien de temps peut durer cette attente? Ces cœurs artificiels, quelle durée de vie ont-ils? Alors, en ce qui concerne le patient qui est rentré à la maison, qui va bientôt rentrer à la maison, ce cœur est définitif, donc les reculs qu'on a actuellement vont jusqu'à 8 à 10 ans. D'accord? C'est-à-dire ce sont ce type particulier de cœur a un recul de 10 ans et normalement ce sera pour la vie. Les 2 autres, on peut avoir plusieurs mois d'attente. Donc ces patients peuvent attendre plusieurs mois avec leur cœur, le plus souvent à l'hôpital ou dans les cliniques spécialisées en attendant qu'un greffon compatible soit trouvé. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on est à la pointe en termes de chirurgie cardiovasculaire? Tout à fait, on peut le dire. Nous disposons, vous savez, notre métier est en changement, est en train de changer. Donc la chirurgie cardiaque est maintenant évolue et notamment guidée par image. Ce sont des chirurgies à distance
et notamment en ce qui concerne la technologie, les nouveaux appareils qui vont arriver. Et justement, alors avant que vous alliez plus loin, vous parliez de cette révolution dans la chirurgie cardiaque grâce à l'image. Justement, nous avons un reportage qui a été tourné en Belgique dans différents services, vous allez le voir, et dans les salles d'opération, l'image est devenue un vrai soutien en fait pour les équipes médicales et permet toujours plus de précision. Vous allez le voir avec Laurent Vandenberg. Au grand hôpital de Charleroi, cette salle d'opération flambant neuve vient d'être inaugurée. Une salle entièrement hybride, c'est-à-dire permettant des chirurgies par voie ouverte ou par de petites incisions. Nouveauté, ces écrans géants mobiles, un exemple que l'image chirurgicale est essentielle. L'écran est fragmenté, donc ça nous permet de voir d'une part l'image du geste opératoire et d'autre part d'afficher au fait des images préopératoires telles que le scanner, d'afficher également le monitoring anesthésiologique sans finalement dévier le regard durant la procédure. Autres images, des ralentis, des reconstitutions en 3D, la possibilité de zoomer. Bref, un monde de différence par rapport à ces petits écrans utilisés il y a quelques mois. Dans cette salle d'opération du CHU de Liège, les caméras sont incontournables. L'incision est petite et permet un rétablissement plus rapide du patient. L'urologue et son assistant travaillent de concert. Le chirurgien va tenir les instruments, je dirais, les ciseaux, la pince à dissection, les éléments d'écartement qui permettent de progresser. Et l'assistant tient la caméra en général, plus un aspirateur ou un irrigateur. Et la caméra est évidemment essentielle. Elle va aussi dans les voies naturelles, donc par exemple pour aller dans la vessie par l'urètre, ou alors également où on saisit l'image au niveau du microscope, par exemple en ophtalmologie. L'image en chirurgie se développe, un bon point pour la formation, mais surtout pour le patient qui subit des interventions toujours plus précises. Moi, je trouve ça assez impressionnant de voir justement cette imagerie médicale qui a complètement évolué. C'est comme ça que vous travaillez, vous, avec cette technologie à l'hôpital Marie-Lannelongue ? Tout à fait, comme je le disais, notre métier est en train de changer. Et cette imagerie nous permet d'être de moins en moins agressif, de moins en moins invasif chez les malades avec des incisions de plus en plus petites, sans peut-être même ouvrir le thorax. Vous savez que classiquement, la chirurgie cardiaque se faisait par une sténotomie, ça veut dire une ouverture verticale du thorax, qu'on pourrait probablement de plus en plus éviter. Notamment dans le domaine de tout ce qui est valvulaire. Nous avons à disposition maintenant des valves qui sont par voie purement percutanée, qui sont implantées des prothèses valvulaires qui sont implantées sous anesthésie locale sans ouvrir le thorax, simplement en passant par des artères fémorales, par exemple. Et nous avons, vous parliez de la pointe, d'être à la pointe de la chirurgie. À l'hôpital Marie-Lannelongue, nous sommes, avec des laboratoires de recherche de pointe, nous sommes en train de développer actuellement le premier poumon artificiel français. Et effectivement, on a à disposition tous les autres types d'assistance mécanique ou cœur artificiel. On sait quand ce poumon artificiel va être prêt? Alors c'est en développement avec, effectivement, vous savez, c'est des projets très complexes et longs. On pense que ce sera dans l'horizon 2020. Alors ce sont des projets qui, j'imagine, coûtent très cher. Est-ce que vous avez un soutien de l'État français et de l'Europe ? Alors, nous avons des soutiens, effectivement, de l'État français, mais dans le domaine du poumon artificiel, ce sont des dons, ce sont des aides européennes qui nous permettent de développer dans la recherche de ces poumons artificiels. Tout à fait. Quelles sont, selon vous, les prochaines grandes étapes de l'innovation sur ces cœurs artificiels ? Alors, il y a beaucoup de cœurs artificiels qui sont testés. On parle du cœur Carmat en ce moment, de cette firme Carmat. Tout à fait. Le cœur Carmat qui est en développement actuellement. D'ailleurs, nous participons activement à son développement et à sa mise en place. C'est une prouesse technologique qui, malheureusement, n'est pas encore tout à fait au point, mais la deuxième phase d'essai clinique va très bientôt démarrer. Nous y participerons. Qu'est-ce que ça va permettre, ce cœur artificiel, pour le patient ? Alors, ce cœur artificiel va tout à fait mimer le cœur naturel, c'est-à-dire un débit sanguin pulsé, comme un cœur naturel. C'est un cœur qui est biocompatible, c'est-à-dire, en théorie, on n'aura plus besoin d'un traitement anticoagulant qui accompagne tous les autres cœurs artificiels. Et
le seul problème reste pour l'instant, enfin un des gros problèmes reste les sources d'énergie et la taille de ces cœurs, qui seront en amélioration permanente dans les années à venir. Est-ce qu'on peut imaginer à terme se passer des greffons et utiliser que des cœurs artificiels en chirurgie cardiovasculaire? C'est une possibilité, ça, un jour, selon vous? Alors, il faut savoir que pour l'instant, on n'a pas pu complètement imiter la nature et rien ne remplace un vrai cœur, donc une transplantation cardiaque. Les cœurs artificiels ont été développés essentiellement à cause d'une pénurie des greffons. Oui, il y a des chiffres, notamment en Europe et aux États-Unis. On parle de 100 000 malades et seulement 5% qui peuvent bénéficier d'une transplantation cardiaque faute de dons. Exactement. Et en plus, il y a des patients qui ont des contre-indications à la transplantation, notamment l'âge ou d'autres pathologies associées qui les contre-indiquent à la transplantation. Les cœurs artificiels peuvent, dans ce cas-là, jusqu'à présent, ils étaient en attente pour permettre d'attendre une transplantation, mais on se dirige, comme on en a parlé tout à l'heure, vers des cœurs qui vont remplacer les greffons, les transplantations. Allez-y, oui. Mais il ne faut pas oublier que la transplantation reste pour l'instant la première solution pour sauver ces patients qui sont en insuffisance cardiaque terminale, c'est-à-dire qui ne sont pas améliorés par aucun traitement médicamenteux, rythmique ou autre, et il faut continuer à informer le public, à encourager les gens, notamment sur les dons d'organes. Oui, et comment expliquez-vous aujourd'hui qu'il y ait si peu de dons d'organes en France? Globalement, sur les 10 dernières années, le nombre des transplantations cardiaques en France n'a pas diminué. C'est un nombre, on a atteint un chiffre de entre 300 et 350 transplantations par an en France. Mais il existe une pénurie de greffons. En gros, on peut dire qu'il existe 2 à 3 receveurs potentiels pour chaque greffon disponible. D'où une mortalité importante sur la liste d'attente qui peut parfois atteindre les 20%. Effectivement, l'amélioration, les préventions routières a beaucoup permis de diminuer les accidents qui donnaient les donneurs potentiels, mais le gros problème reste encore que beaucoup de patients qui sont donneurs potentiels ne sont pas prélevés à cause de l'opposition des familles qui ne sont pas au courant des souhaits de ces patients. Merci, on a entendu votre appel justement pour les dons d'organes. Merci Alexandre Azmoun d'avoir été notre invité. Je vous remercie.